Au début du XVIIIe siècle, la science n'est pas encore parvenue à quantifier le mouvement de manière infaillible. Charles! C'est un personnage inattendu qui va apporter la contribution décisive à cette recherche. Une jeune aristocrate de 16 ans, fille d'un des courtisans les plus en vue du roi Soleil, Émilie du Châtelet. Émilie du Châtelet laissera une empreinte durable sur la science physique. Son audace et son ambition lui ont permis de publier, au début du XVIIIe siècle, plusieurs traités scientifiques, chose inconcevable pour les femmes de cette époque. Sa traduction et son commentaire des Principia de Sir Isaac Newton, traité qui révolutionne l'approche scientifique du monde, restera un ouvrage de référence jusqu'à la fin du XXe siècle. Musa, mi, causas, memora. Muse, ma mémoire cause. Oh Muse, les causes et les crimes sont comptés. Ah, quelle déesse fut provoquée, d'où vient sa haine? Pour quelle offense la reine des dieux fit-elle persécuter un brave et si juste sujet? Allons, n'en veuillez pas à votre sœur, elle pique et persécute tous ceux qui l'approchent. Tenez, la nuit dernière, elle a réduit au silence le duc de Luynes en divisant un nombre ridiculement long de têtes en quelques secondes. Vous auriez dû voir l'incrédulité sur leur visage quand ils ont réalisé qu'Émilie avait vu juste. Voyons un peu, je me pose la question, était-ce son intelligence ou sa beauté infinie qui les a laissés bouche bée? Oh oui, je le reconnais, vous n'avez pas tort, monsieur. Messieurs, vos bontés me vont droit au cœur. Je crains cependant que mon esprit ne soit qu'une curiosité pour les autres. Je préférerais 1000 fois qu'on me permette de m'exprimer. Ma chère Émilie, vous avez le bonheur d'avoir l'intelligence et le courage. Servez-vous-en et vous aurez le monde à vos pieds. Oh. Madame du Châtelet est exceptionnelle. D'abord, c'est une aristocrate qui a une grande conscience d'elle-même et de n'être pas comme les autres et de pouvoir avoir des comportements différents. Et puis aussi, elle décide d'être une grande savante, ce qu'aucune femme avant elle n'avait fait. Elle est un concentré d'excès. À 19 ans, Émilie épouse le général du Châtelet et lui donne 3 enfants. Après avoir abondamment profité des plaisirs de la cour, elle décide de renouer avec les mathématiques de son enfance. C'est à un homme de science de premier plan, Pierre de Maupertuis, que reviendra le redoutable honneur de lui enseigner les mathématiques les plus avancées. La jeune Émilie, qui n'a encore que 23 ans, a une liaison avec le professeur, qui lui a fait découvrir Newton. Elle tombe ensuite éperdument amoureuse de Voltaire, alors au firmament de sa gloire intellectuelle. Acerbe critique des obscurantismes politiques et religieux, Voltaire est régulièrement la cible du pouvoir royal. Il connaît à plusieurs reprises la prison et il est parfois forcé à l'exil. C'est à Londres qu'il découvrira les travaux de Newton et deviendra un de ses fervents avocats. Alors que Voltaire est à nouveau menacé, Émilie l'emmène hors de Paris dans son château de Cirey pour une retraite studieuse et voluptueuse. Sa confiance est trahie par un faux ami. Moi, qui est le monstre? C'était entre eux une union des cœurs et des esprits, puis évidemment des corps, qui ne s'est jamais dissoute. On a là un couple à la fois étonnamment intellectuel et en même temps étonnamment artistique, aimant le théâtre, aimant jouer, aimant jouir de la vie de toutes les façons. Ah, monsieur, vous êtes jeune. J'espère que d'ici peu, vous me jugerez sur mes seuls mérites ou manque de mérite. Mais ne me considérez pas en fonction de ce grand général ou de ce savant renommé. C'est une personne à part entière que vous avez devant vous, responsable d'elle-même en tout, pour tout ce qu'elle est, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle fait. Émilie du Châtelet a eu ce désir extrême d'attirer à elle les plus grands hommes de science de son temps, mathématiciens, physiciens, et alors elle les suppliait de venir passer quelque temps à Cirey
pour profiter de leur savoir pendant 8 ou 10 jours. Je suis une admiratrice de Monsieur Newton. Mais Emily va vite développer sa propre opinion. Contre l'avis de tous, elle ose même soupçonner une faille dans la théorie du grand Sir Isaac Newton. Ce dernier affirme que l'énergie d'un objet, la force avec laquelle il heurte un autre objet, est tout simplement égale à sa masse multipliée par sa vitesse. Grâce à ses travaux avec un mathématicien suisse, Samuel Koenig, Madame du Châtelet découvre une autre hypothèse, celle de Gottfried Leibniz. Il avance que les objets en mouvement sont dotés d'une sorte d'âme, qu'il appelle vis viva, la force vive en latin. Beaucoup écartent ces idées, mais Leibniz est convaincu que l'énergie d'un objet est égale à sa masse multipliée par sa vitesse au carré. Élever quelque chose au carré est une procédure ancienne. Quand on dit qu'un jardin fait 4 au carré, ça signifie qu'il fait 4 dalles de long sur 4 dalles de large. Donc le nombre total de dalles est égal à 4 x 4, soit 16. Si le jardin fait 8 au carré, 8 sur 8, ça fait 64 dalles. Cette énorme multiplication, cet accroissement en carré se retrouve constamment dans la nature. Émilie, ça n'a aucun sens, voyons. Pourquoi attribuer à un objet une vague et incommensurable force comme la vis viva? C'est un retour en arrière. Un retour aux sciences occultes. Quand un mouvement se produit, vous reconnaissez que cette force a bien lieu et qu'elle n'existait pas avant. Pour avoir un libre arbitre, un corps doit se sentir libre d'initier le mouvement. La question que pose Leibniz est intéressante. D'où vient cette force? Dans votre cas, ma chère, cette force est, j'en suis sûr, primitive. Oh, vous êtes exaspérant. Vous n'êtes que mot d'esprit et sarcasme. Vous croyez comprendre Newton. Vous êtes incapable de comprendre Leibniz. Vous êtes un provocateur. Vous ne savez qu'ironiser sur les autres et vous attirer des ennuis. Critiquer ceci, dénoncer cela. Mais êtes-vous capable de découvrir quelque chose par vous-même? Je vous ai découverte. Bien que l'opinion générale soit en faveur de Newton, Madame du Châtelet ne change pas d'avis. Et finalement, une expérience réalisée par un scientifique hollandais, Willems Grafsand, va lui donner raison. Grafsand à Leiden a laissé tomber des billes de plomb sur un bloc d'argile. Des billes de plomb dans de l'argile. Oh, mais quelle imagination! Prenant les formules de Newton, Monsieur Voltaire, il laisse ensuite tomber une seconde bille d'une plus grande hauteur, calculée pour doubler la vitesse de la première bille à l'impact. Alors, messieurs, voulez-vous faire un pari? Newton nous dit qu'il suffit de doubler la vitesse de la bille pour doubler la distance qu'elle traverse dans l'argile. Leibniz, lui, nous demande d'élever cette vitesse au carré. Si ces calculs sont corrects, la bille s'enfoncera non pas 2, mais 4 fois plus dans l'argile. Alors, qui a raison? Messieurs, je sens que Monsieur Newton aura du mal à s'en remettre. Sa réputation chancelle. Oh, Maupertuis, n'allez pas succomber devant elle. Pourquoi faudrait-il accepter la découverte d'un Hollandais entiché de billes de plomb? Eh bien, la bille s'enfonce 4 fois plus qu'avant. Il s'avère que c'est Leibniz qui a raison. C'est la meilleure façon d'exprimer l'énergie d'un objet en mouvement. Si vous conduisez une voiture à 30 km/h, il vous faut un certain temps pour vous arrêter si vous freinez. Si vous allez 3 fois plus vite, à 90 km/h, il ne vous faudra pas 3 fois, mais 9 fois plus de temps pour vous arrêter.